Alors, le point de vue que je vous donnerai, c'est le point de vue d'un chercheur. Je ne suis pas médecin. Ceci étant, je voudrais commencer par rendre un hommage à deux personnes qui ont contribué énormément à l'avancée et la compréhension et la caractérisation de cette maladie. C'est Paul Kjær, qui était un ophtalmologiste danois qui a été le premier à décrire cette pathologie dans la fin des années 50 au Danemark, où il existe un effet fondateur pour cette maladie. Et puis Christian Hamel, avec qui nous avons découvert le gène principal de cette pathologie, le gène OP1. Alors, au sein des pathologies héréditaires qui vont affecter la vision, les neuropathies optiques héréditaires sont des maladies génétiques qui affectent la transmission de l'information visuelle et non la perception. Ce n'est pas des rétinopathies. Donc elles impliquent les cellules ganglionnaires qui sont localisées sur la surface interne de la rétine, leurs axones qui vont partir de l'œil et qui vont rejoindre le cerveau, et en particulier le colliculus supérieur. Donc il y a un point important là-dedans pour comprendre la physiopathologie de cette maladie, c'est que le transport de l'information visuelle depuis la rétine jusqu'au cerveau représente à peu près 80% de l'information qui arrive au cerveau. C'est quelque chose qui est extrêmement énergivore et qui transporte globalement à peu près 20 mégabits d'information par seconde, que ce soit le jour ou la nuit. Donc c'est quelque chose qui va bien évidemment requérir une contribution énergétique très importante. Alors les signes cliniques sont relativement simples et aussi constants pour cette pathologie. Ce sont en général des patients qui se plaignent d'une baisse chronique de leur acuité visuelle. Celle-ci peut être extrêmement variable au sein d'une famille avec les mêmes mutations. Ça peut aller d'une cécité légale jusqu'à des patients qui sont polysymptomatiques. Et en général, quasiment systématiquement, c'est associé à la présence d'un scotome séco-central ou central, laissant les isoptères latéraux relativement épargnés, ce qui fait que très fréquemment, ce sont des gens qui n'ont pas la canne blanche et qui sont relativement autonomes dans leur vie. Alors les autres signes cliniques très discriminants par rapport à cette maladie, c'est la présence d'une papille pâle, essentiellement au niveau temporal, dans le faisceau papillo-maculaire, ici qui peut être rationalisée par une observation à l'OCT, et la diminution des RNFL, donc des fibres qui rentrent dans le nerf optique, et en particulier au niveau temporal. Donc ça, c'est pour la clinique. Je ne rentrerai pas plus loin parce que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas clinicien. Un point important aussi, c'est que très fréquemment, ce sont des pathologies, en tout cas pour 20% des patients qui sont syndromiques, très fréquemment associées à une surdité neurosensorielle. Et c'est aussi très souvent un symptôme qu'on retrouve dans les pathologies beaucoup plus sévères, neurologiques, donc avec en second plan une atteinte visuelle qui est liée à une déficit du nerf optique. Alors, lorsque vous êtes confronté à une neuropathie optique, il y a un mot-clé pour moi, c'est penser mitochondrie, que ce soit des neuropathies optiques héréditaires ou même communes. Dans le glaucome, on sait qu'il y a un déficit du complexant de la chaîne respiratoire. C'est probablement la maladie mitochondrielle la plus fréquente sur Terre, c'est le glaucome. Et puis, pensez à deux choses qui sont associées à la mitochondrie, c'est production et distribution de l'énergie. Produire l'énergie, c'est quelque chose de très important, mais la distribuer, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour la survie, en particulier des neurones, et en particulier dans les cellules ganglionnaires. Et bien évidemment, pour nous, le défi en termes de compréhension des mécanismes physiopathologiques, c'est de comprendre pourquoi des mutations qui vont affecter le fonctionnement de la rétine, de la mitochondrie, vont avoir une spécificité d'atteinte, essentiellement les cellules ganglionnaires de la rétine. Donc ça, c'est le défi qu'on adresse depuis une vingtaine d'années. Et je vais essayer de vous illustrer ce que l'apport de la génétique a pu faire pour comprendre et pour résoudre ce défi. Alors le premier gène qui a été identifié, c'est nous qui l'avons identifié en 2000 avec Christian Hamel, c'est OP1, c'est le principal gène des neuropathies optiques héréditaires, avec près de 2 patients sur 3 qui a une AOD, qui a une mutation dans ce gène-là. Actuellement, il y a plus de 500 mutations dans OP1 qui ont été répertoriées, donc on a une base de données interactive sur le site d'Angers pour les mutations dans OP1, et je voudrais préciser aussi que depuis le mois de juillet de cette année-ci, il y a le PNDS qui associe atrophie optique dominante et OP1 qui a été publié par l'équipe de Christophe.
Alors, suite à la découverte d'OP1, c'était quand même une découverte relativement importante parce que c'était le premier gène responsable d'une maladie mitochondriale qui n'était pas associée au fonctionnement de la chaîne respiratoire. Donc ça a mis un peu en exergue d'autres modes de physiopathologie associée à la mitochondrie qui n'étaient pas simplement que la respiration mitochondriale. Donc d'autres gènes ont été identifiés comme responsables d'atrophie optique dominante, en particulier MFN2, SPG7 et FG3L2. Tous les trois, j'ai peut-être oublié de préciser aussi ici que la fonction d'OP1 est impliquée dans les mécanismes de fusion de la mitochondrie. Donc, 3 autres gènes sont aussi impliqués dans les mécanismes de fusion de la mitochondrie. MFN2 qui travaille en parallèle à OP1 pour fusionner la membrane externe mitochondriale. Et puis SPG7 et FG3L2 qui sont des AAA protéases qui interviennent dans la régulation de la fonction d'OP1. Alors d'une manière très surprenante, je ne vous apprendrai rien en vous disant que MFN2 c'est un gène qui initialement a été identifié comme étant responsable du Charcot-Marie-Tooth de type 2A et que SPG7 est un gène impliqué dans la paraplégie spastique, bien connu de vous, et d'une manière très singulière, chez les patients SPG7, je pense que 90% des patients SPG7 ont une atteinte du nerf optique. Et puis à FG3L2, là on a identifié des mutations qui sont différentes de celles, ou en tout cas dans une région de la protéine qui sont différentes de celles qui sont impliquées dans l'ataxie spinocérébelleuse type 28, pour lequel les mutations dans FG3 avaient été initialement identifiées. Donc tout ça, ces 4 gènes convergent vers des mécanismes de fusion du réseau mitochondrial qui sont altérés dans l'atrophie optique dominante. Donc la surprise suivante, c'est qu'on a identifié 3 gènes, OPA3, DRP1 et MIEF1, qui sont aussi impliqués dans la régulation de la dynamique mitochondriale, mais dans le sens inverse et opposé à OP1. Ils sont tous les 3 impliqués dans les mécanismes de fission de la mitochondrie. Donc là aussi, ces gènes-là ont été initialement identifiés dans d'autres pathologies, donc DRP1 dans une encéphalopathie épileptique, OPA3 dans le syndrome de Kostèff, et puis nous avons publié les premières mutations dans MIEF1 il y a 1 an, mais en parallèle, il y a des mutations dans ce gène qui ont été trouvées dans une forme de Parkinson héréditaire. Donc clairement, ce qui ressort de ça, c'est que ce soit les mécanismes de fusion ou de fission, dans les 2 cas, lorsqu'ils sont altérés, eh bien, on a une atteinte préférentielle des cellules ganglionnaires de la rétine. Donc la question se pose de savoir pourquoi ce type cellulaire et pas un autre type cellulaire. Donc un point important à prendre en considération dans ce cas, c'est la dualité physiologique des CGR, et en particulier de leurs axones, puisque l'axone à l'intérieur de la rétine n'est pas myélinisé, et donc il y a un transport des potentiels d'action qui est tout à fait particulier et singulier des axones non myélinisés. Lorsque les axones passent la lame criblée, qui est une structure qui ferme l'œil en collagène, ces axones deviennent myélinisés, et donc il y a un transfert de l'information et des potentiels d'action qui est saltatoire et relativement classique. Donc pour faire bref, nous on a été regarder en termes de microscopie électronique quelle était la structure des mitochondries en amont de la lame criblée et puis en aval de la lame criblée. Vous avez ici des photos qui le montrent. Donc il y a une abondance extrêmement importante des mitochondries en amont, avant que les axones ne soient myélinisés. Et ces mitochondries ont une forme, une structure qui est sphérique, avec un contenu matriciel qui est extrêmement clair. Si vous regardez après la lame criblée, eh bien vous retrouvez des mitochondries qui sont beaucoup plus rares, moins fréquentes, qui ont une structure qui est totalement différente d'avant la lame criblée. Donc elles sont ici allongées avec un contenu matriciel qui est beaucoup plus dense. Et si vous avez la chance, comme on a eu ici, d'avoir un cliché qui est exactement au niveau de la lame criblée, alors ça se passe chez la souris, on n'a pas de photo chez l'humain, on a des prélèvements de singes qui sont en train d'être analysés actuellement, eh bien vous pouvez très clairement voir qu'il y a une transformation progressive de ce type de mitochondrie ici en ce type de mitochondrie par là. Donc au moment où on passe la lame criblée, il y a réellement une modification de la structure du réseau mitochondrial qui est indispensable pour alimenter en énergie correctement les axones qui forment le nerf optique. Donc pour résumer, ce qui est évidemment, je ne vous l'apprendrai pas, c'est que les mitochondries, elles migrent le long des axones pour aller du soma vers la synapse, et puis lorsqu'elles sont usées à la synapse, elles font le chemin en retour pour revenir être recyclées
principalement, mais pas que, au niveau du soma. Donc il y a des mécanismes de fusion qui sont indispensables pour associer au transport entérograde des mitochondries, et puis il y a des mécanismes de fission qui bien évidemment impliquent les protéines qui sont impliquées dans ces mécanismes-là, associés au transport rétrograde des mitochondries. Donc on est sur un schéma qui était extrêmement séduisant, où clairement, en amont de la lame criblée, eh bien, on a énormément de mitochondries qui ont une structure qui est circulaire. En aval de la lame criblée, on a beaucoup moins de mitochondries et qui ont une structure qui est beaucoup plus tubulaire et probablement répartie au niveau des nœuds de Ranvier. Alors ce modèle, il était séduisant parce qu'il permettait d'expliquer pour une maladie mitochondriale, probablement la première maladie mitochondriale pour laquelle on pouvait proposer un lien entre la génétique, la fonction des gènes impliqués, le mécanisme physiopathologique et l'atteinte clinique. Donc c'était quelque chose qui nous séduisait énormément. C'est quelque chose qui est publié dans un article dans Progress in Retinal Eye Research au début de cette année-ci. Et puis, comme toujours, quand on est face à un modèle qui paraît englober l'ensemble de la physiopathologie des gènes et des concepts et de la physiologie de l'organe touché, eh bien, c'est remis en question par l'identification de nouveaux gènes, et c'est finalement ce qui se passe assez classiquement, et ce qui est le résultat aussi de notre investissement permanent dans l'identification des nouveaux gènes qui sont impliqués dans l'atrophie optique dominante. Donc quels sont ces nouveaux gènes? Il y a 3 papiers qui ont été publiés en 2000 dans l'atrophie optique dominante qui décrivent des mutations dans le gène SSBP1. Et puis nous avons identifié 6 familles avec des mutations dans le gène Twinkle. Et ces 2 gènes codent pour des protéines qui sont impliquées dans le réplisome de l'ADN mitochondrial, donc la machinerie de réplication du génome mitochondrial, un petit génome présent en milliers de copies à l'intérieur des cellules, circulaires, mais de très petite taille. Autre surprise, nous avons publié au début de cette année-ci l'identification, dans un travail européen, l'identification de 45 familles avec des mutations dominantes dans le gène ACO2, 14 familles avec des mutations récessives dans ce même gène, là aussi associées à une atrophie optique stricte. Donc pas d'autre phénotype clinique que l'atrophie optique. Donc là, la surprise, c'est qu'on est face à un gène qui code pour une protéine qui est l'aconiitase mitochondriale, qui assure la deuxième étape du cycle de Krebs, et totalement indépendant de la fonctionnalité, en tout cas du mécanisme de fusion et fission des mitochondries. Donc, est-ce qu'il existe maintenant un mécanisme pathophysiologique commun pour toutes les formes d'atrophie optique dominante? Donc ça m'a amené à reconsidérer finalement l'origine, le premier gène qu'on avait identifié, qui est OP1, et dont l'orthologue chez la levure s'appelle MGM1. Et c'est comme ça, lorsqu'on avait soumis le premier papier à Nature Genetics en 2000, qu'on avait appelé le gène qu'on avait identifié, c'était MGM1, et puis on s'est fait retoquer par Hugo, qui nous a dit non, vous allez l'appeler OP1 et pas MGM1. En fait, MGM1, ça veut dire maintenance du génome mitochondrial, ou mitochondrial genome maintenance en anglais. Et très clairement, au cours de mes travaux passés de biologie cellulaire, on a pu montrer effectivement que, en prenant des cellules normales marquées au mitotracker qui marquent les mitochondries, et puis le picogreen qui est un marqueur spécifique des bases AT, donc très présent dans la mitochondrie, eh bien, on identifie ici tous ces petits points verts qui sont ni plus ni moins que le génome mitochondrial distribué dans le réseau mitochondrial dans le cytoplasme d'une cellule. Et vous voyez que si on fait le silencing d'OP1, eh bien, on perd en grande partie le génome mitochondrial, et en plus on altère cette distribution au sein du réseau mitochondrial. Donc il y a clairement aussi un lien entre OP1 et le maintien d'intégration du génome mitochondrial. Donc on avait été voir avec Patricia en 2008 l'intégrité du génome mitochondrial dans des biopsies de muscles de patients atrophie optique syndromique, et on avait mis en évidence la présence de nombreuses délétions dans ce génome mitochondrial. Ici vous avez un témoin, et puis ici vous avez ce qu'on a trouvé chez les patients, donc la présence de ces bandes de plus petits poids moléculaires qui traduisent la délétion du génome mitochondrial, de multiples délétions. Et puis on a testé aussi l'intégrité du génome mitochondrial chez les patients avec des mutations dans SSBP1 et dans ACO2. Et là, clairement, ce ne sont pas des délétions, mais des déplétions en ADN mitochondrial qu'on a pu mettre en évidence avec plus de 50% de la quantité d'ADN mitochondrial qui manque chez ces patients.
Alors ceci nous a amené en fait à reconsidérer finalement l'intégrité du génome mitochondrial à partir d'urine de patients. C'est quelque chose qui est non invasif, c'est quelque chose qu'on peut avoir très facilement, et en particulier avec des patients OP1 non syndromiques, et on a bien évidemment appareillé ça avec des contrôles. Et donc vous voyez ici le fruit de ces travaux. Donc peut-être que ça ne va pas très bien, mais c'est en tout cas un programme qui a été développé au laboratoire par Vincent Procaccio pour analyser les données NGS qui sont générées sur le génome mitochondrial. Donc chez les contrôles, on voit pour 10 des 16 patients testés, on voit de temps en temps une délétion du génome mitochondrial, alors que chez les patients OP1, on voit beaucoup plus de délétions à l'intérieur du génome mitochondrial. Donc il y a non seulement 4 fois plus de délétions par échantillon, mais chaque délétion est aussi 4 fois plus abondante que dans les contrôles. Donc en total, il y a grosso modo une instabilité 20 fois plus importante du génome mitochondrial chez les patients OP1 qu'on ne peut avoir dans des contrôles qui sont appareillés. Alors comment réconcilier d'un côté le fait qu'on avait une atteinte de la dynamique mitochondriale et puis de l'autre côté tous les gènes maintenant qui se concentrent vers un problème de maintenance de ce génome mitochondrial. Il y a un mot-clé qui se cache derrière ça, c'est un mot-clé en anglais, kiss and run, j'embrasse et je m'en vais, je me casse. Voilà. C'est un processus qui a été décrit il y a une dizaine d'années en arrière et qui en fait lie la biogénèse et la mitophagie des mitochondries. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que vos cellules ganglionnaires, elles vont exister 100 ans. Pendant 100 ans, il ne va pas y avoir de réplication du génome nucléaire. Par contre, vous allez avoir une réplication quotidienne du génome mitochondrial. Donc le maintien de l'intégrité de ce génome mitochondrial est quelque chose d'extrêmement important pour maintenir l'activité et la fonctionnalité de ces mitochondries pendant une centaine d'années. Donc entre le processus de biogénèse et le processus de mitophagie des mitochondries, d'accord, il existe un cycle de vie mitochondriale qui implique systématiquement des mécanismes de fusion et fission, uniquement de la membrane externe, pas de la membrane interne, et qui permet à deux mitochondries d'aller comparer leur potentiel de membrane, donc leur capacité à fournir de l'énergie. Si cette capacité elle est normale, eh bien les mitochondries elles vont se refissionner et chacune va repartir dans un cycle et ainsi de suite. D'accord ? S'il y a une altération de la fonctionnalité, donc la production d'énergie d'une mitochondrie, elle va sortir de ce cycle-là. Et là, il y a deux solutions. Soit elle est capable de réparer, elle va réintégrer le cycle, soit elle n'est pas capable de réparer, et à ce moment-là, elle va être dirigée vers la mitophagie. Donc ça, c'est un point, bien évidemment, qui est extrêmement important dans le cadre du maintien de l'intégrité du génome mitochondrial, puisque si vous avez une mutation de ce génome mitochondrial, il faut éviter qu'elle soit répliquée, éviter qu'elle soit maintenue dans les cellules, et donc les mitochondries doivent être dirigées vers la mitophagie. Si maintenant vous avez une altération du mécanisme de fusion-fission, donc une altération des gènes que je vous ai présenté avant, eh bien ce mécanisme ne va pas être parfaitement fonctionnel et la mutation va échapper à ce mécanisme-là et va rentrer dans ce cycle de prolifération, fusion, fission, et donc on va maintenir cette mutation au travers de l'âge et du temps. Et il en est de même pour la biogénèse. Si vous avez des altérations de biogénèse de la mitochondriale, vous allez ralentir ce cycle de vie et donc le côté fitness de votre ensemble de mitochondries. Voilà, donc en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que pour l'atrophie optique dominante, pour les cellules ganglionnaires de la rétine, et je m'en tiendrai juste à ça, la dynamique mitochondriale est un élément clé de la physiologie des cellules ganglionnaires et de leur maintien sur une centaine d'années. La maintenance de l'intégrité du génome mitochondrial est aussi un élément clé primaire, dans le sens où des mutations qui sont impliquées dans la réplication du génome mitochondrial vont altérer à moyenne échéance la survie des cellules ganglionnaires, mais aussi la conséquence secondaire d'une altération du mécanisme de kiss and run. Et enfin, je pense qu'en termes thérapeutiques, toute intervention, qu'elle soit thérapie génique, ou pharmacologique, voire nutritionnelle, qui va favoriser la dynamique mitochondriale, la biogénèse, voire même la mitophagie, devrait améliorer la physiologie des cellules ganglionnaires et favoriser leur survie dans l'atrophie optique dominante.
Voilà, je m'arrêterai là. Je voudrais remercier l'équipe de génétique et d'ophtalmologie du CHU d'Angers, le centre de référence maladies rares mitochondriales du CHU d'Angers, animé tout ça par Dominique, Pascal, Christophe, et je ne citerai que. Remercier aussi tout le groupe qui travaille autour de Vincent Procasio sur l'intégrité du génome mitochondrial, avec l'élaboration de nouveaux programmes pour analyser les données NGS, avec des publications qui montrent à quel point c'est important pour différencier les délétions qui sont impliquées dans les pathologies des délétions qui sont impliquées dans le vieillissement des mitochondries. Et puis un certain nombre de collaborateurs principaux, je ne les ai pas tous mis, mais qui sont extrêmement importants dans le domaine des neuropathies optiques héréditaires. Voilà. Et je voudrais remercier mon équipe, bien évidemment, le soutien des associations et puis le soutien des institutions. Merci. Merci Guy et bravo pour avoir rattrapé du temps. Ça nous laisse la possibilité de poser des questions. Ou une question. Est-ce que ça donne des pistes pour savoir comment on pourrait intervenir s'il y a un mécanisme commun ? Est-ce qu'il y a des cibles pour la maintenance du génome mitochondrial ? Que ce soit dans le cadre des neuropathies optiques héréditaires, certaines, je ne vais pas extrapoler à toutes les maladies mitochondriales, mais des neuropathies optiques héréditaires, ou même pour nous, face au vieillissement, il est clair que si on peut stimuler la biogénèse mitochondriale, eh bien, il y a un intérêt pour maintenir nos mitochondries à leurs meilleures conditions. Et une des approches par rapport à ça, je sais que ça peut faire bondir des gens, c'est quand même de manger le moins de carbohydrates, de diminuer les sucres, parce qu'on va mettre une pression de sélection beaucoup plus importante sur la fonctionnalité des mitochondries. On va éliminer finalement l'intervention de la glycolyse en termes de fourniture d'ATP au sein de la cellule, et on va demander aux mitochondries de beaucoup mieux fonctionner et d'être beaucoup plus efficaces en termes de production d'ATP. Après, il y a d'autres molécules comme les glitazones, la rapamycine, qui vont travailler directement sur les mécanismes de biogénèse mitochondriale ou de mitophagie. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, je suis pas un grand expert. Et ça marche sur les organismes entiers ? Alors, je pense qu'il y a des preuves de principe qui ont été obtenues chez des animaux non mammifères qui montrent clairement qu'on peut travailler sur la qualité mitochondriale en ayant une approche soit de thérapie génique, soit de régime, soit pharmacologique sur l'activité mitochondriale. Oui. Oui, dans les formes liées à OPA1, là il y a des formes purement ophtalmo et d'autres qui sont quand même assez syndromiques avec des signes musculaires, etc. Est-ce qu'il y a des explications, des corrélations génotype-phénotype? Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors il y a effectivement des corrélations génotype-phénotype. Les patients les moins sévèrement touchés sont des patients qui en général montrent une insuffisance en OP1, c'est-à-dire qu'il y a un allèle qui présente une mutation non-sens, une mutation tronquante qui fait que la protéine n'existe pas et n'est pas présente, et 50% de la protéine va entraîner la pathologie, mais d'une manière peu sévère. Après, il y a des mutations qui sont des mutations faux sens, en particulier du domaine GTPase, qui vont être beaucoup plus sévères, qui vont au moins, et ça c'est Dominique qui l'a bien caractérisé, pas que Dominique d'ailleurs, mais en tout cas son travail d'équipe, qui montre que les mutations faux sens dans le domaine GTPase sont très fréquemment associées aussi à une surdité neurosensorielle. Je pense que c'était à peu près 15% des patients, si je ne me trompe pas. Et puis après, il y a des associations de mutations dans OP1 bialléliques, avec une mutation hypomorphe qui est présente 1 pour 300 dans la société occidentale, d'accord, qui va être responsable en association avec notre mutation sur l'autre allèle d'OP1 du syndrome de Baer. Donc ça, c'est un syndrome neurologique que je ne connais pas bien, que les médecins connaissent bien, mais qui est extrêmement sévère. C'est une polyneuropathie qui touche, si je ne me trompe pas, le système nerveux central et périphérique. Avec surdité. Les deux. Ouais. Oui, Dominique. Attends le micro, Dominique. Vas-y. Je crois que si
si on ne trouve pas de dysfonctionnement de la mitochondrie dans les formes a priori non syndromiques d'OPA1, c'est qu'on ne les cherche pas bien. Je pense que donc on a un travail qui est en cours où on veut chercher des surdités qui sont infracliniques, ou enfin en tout cas dont les patients ne se plaignent pas. Et donc je pense qu'on va trouver des neuropathies auditives beaucoup plus fréquentes que les 20% qui sont dans le... Et puis il y a des intolérances à l'effort qui ne sont pas cherchées et qui sont probablement présentes. Donc je pense que les dysfonctionnements de la mitochondrie plus globales sont mal recherchés. Oui, donc il y a une susceptibilité particulière de ces neurones très énergivores, mais subcritique dans d'autres régions, au moins pas. Alors l'oreille aussi présente le ganglion spiral, si je ne me trompe pas. Il y a une toute petite partie de l'axone qui n'est pas myélinisée avant que l'axone ne sorte, si je me trompe, de la cochlée. Ça doit être quelques millimètres, beaucoup moins que dans la rétine, mais il y a aussi une toute petite partie non myélinisée dans le ganglion spiral.